2024, l'année du revenu de base? C'est une question que je me pose ici, suite à la publication qui aura tourné sur les réseaux sociaux d'une photo montrant que 2024, selon les plans de l'agenda 2030, cela en serait l'année du revenu de base. Revenu de base qui, selon les perceptions, peut être bon ou mauvais. Je vais en livrer une analyse subjective, moi, Étienne, du pot cassé de Débat et Almanéosis, aujourd'hui, pour toi, qui te rends sur cette chaîne. N'hésite pas à me laisser savoir si tu apprécies le contenu, tout autant que si tu ne l'apprécies pas. Donc je te souhaite une très bonne écoute et te dis à bientôt. Tout d'abord, il faut savoir qu'un revenu de base, c'est un projet politique qui est porté par différentes personnes au sein de différents spectres. Cela va de la gauche à la droite, en passant aussi par les extrêmes, qui peuvent voir en cette solution politique une raison d'espérer. Espérer alors que les choses s'améliorent, soit en octroyant aux individus tous ceux dont ils pourraient avoir besoin, ou au contraire, de leur offrir le minimum pour ensuite dilapider les services publics et rendre le tout privé, comme le souhaite une frange de la population des États-Unis par exemple. J'ai pour ma part, et là est un de mes biais que je te dévoile, milité pour un revenu de base depuis quelques années, sous une forme d'assurance au sein de l'Arbre, l'Alliance Revenu de Base Région Est, qui est active ici au Québec, et notamment dans les régions de l'Est, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Si je milite donc pour un revenu de base, c'est parce que je pense que cela peut être bon, tout dépendant de la manière dont il en viendrait à être instauré. Évidemment, cela va me permettre de parler de bien des choses au cours de cet épisode, du transhumanisme à différents éléments que je pourrais juger pertinents dans ce cadre. Pour commencer, comme je le disais en introduction, certains pensent, ou en tout cas ont des craintes vis-à-vis de ce revenu de base qui pourra en venir à être instauré de la part d'une élite. Il faut savoir qu'Elon Musk, par exemple, lui, a déjà financé des revenus de base par le passé. Je mettrai la source en ligne. Et ce n'est autre que ce fameux Klaus Schwab du Forum économique mondial dont il s'est désisté récemment. Si je ne m'abuse, à moins que j'eût rêvé cela, car le souhaitant vraiment. Mais ce fameux revenu de base qui nous est proposé par cette élite n'a en soi rien à voir avec quelque chose qui serait souhaitable, je le conçois. Ce serait un revenu minimum qui permettrait peut-être à certains de se libérer, mais se libérer à quel prix quand on nous dit, par exemple, que l'on ne possédera rien et que l'on sera heureux tout de même? Est-ce là réellement un revenu de base? Je vais développer un argumentaire en faveur d'un revenu de base inconditionnel et suffisant pour vivre dans cet épisode, en espérant peut-être, d'une part, pour moi, développer mon argumentaire, que oui, certes, je connais quand même depuis les maigres années où je milite en faveur de ce projet politique. J'essaierai de voir aussi les arguments contre ou en faveur de ce revenu de base que la droite peut souhaiter. Tu te trouves actuellement sur le pot cassé. Je suis Étienne. J'ai 25 ans et oui, j'ai de grands espoirs pour l'avenir, le présent et ce passé que l'on regarde parfois avec une lentille extérieure ou au contraire biaisée. On peut penser à travers l'histoire à Thomas Hobbes qui écrivit Utopia ou encore à Thomas Paine, un Anglais émigrant aux États-Unis proche de Mary Wolfenstein qui, pour sa part, Thomas Paine,
était un progressiste qui vint s'installer aux États-Unis et qui partagea ses idées notamment à propos d'un revenu de base. Un peu plus tard, on a Otto von Bismarck au XIXe siècle qui, lui, va faire des mesures un petit peu plus progressistes pour son temps, car d'une certaine façon cela était nécessaire s'il voulait que ses soldats soient en forme pour mener à bien ses projets d'expansion grâce à son infanterie, à ce peuple qu'il réunifia, l'Allemagne, passant de la Prusse à l'Allemagne. Néanmoins, aujourd'hui, quel serait l'intérêt pour une élite que de promouvoir un revenu de base? Je pense que, comme le soutient Yuval Noah Harari dans un de ses ouvrages, Homo Deus, l'être humain perd peu à peu de sa valeur. L'on nous dit qu'il y a une surpopulation démographique qui n'est en soi en fait que du vent car n'étant pas forcément réel. Oui, nous sommes plus de 8 milliards, mais le problème avant tout est une question de mode de vie plutôt que de démographie. L'élite, néanmoins apathique, apatride, qui s'est vue octroyer des pouvoirs démesurés grâce à un outil qui n'est nul autre que l'argent. Argent dont il est quasiment toujours question dans un revenu de base, mais l'on pourra voir que ce n'est pas toujours le cas. J'en reviens à cette élite qui s'est vue octroyer des pouvoirs démesurés grâce à cet argent. Cette élite qui en devint apathique assez tôt dans son histoire, cette élite a une conscience de classe, contrairement à ce peuple qui se veut de plus en plus désuni et sans vraiment de but commun. Le but commun de l'élite actuellement, oligarque, plutocrate, capitaliste ou quelque dénominatif que tu puisses désirer mettre après cette élite, eh bien, c'est que en représentant ne serait-ce que même pas 1% de la population totale, 1% de 8 milliards, c'est assez facile à calculer, ça fait 80 millions. Si mes mathématiques ne me perdent pas. 1%, 10%, 800 millions, 100%, 8 milliards. Donc, la planète qui est composée à peu près de 8 milliards d'individus serait contrôlée par quelques millions d'êtres. Quelques millions, ça paraît déjà beaucoup quand on voit que les inégalités, comme le décrit Thomas Piketty, ont atteint des niveaux faramineux, mirobolants. L'on se demande en effet pourquoi cette élite désire instaurer un revenu de base. J'en discutais en amenant le fameux auteur israélien Yuval Noah Harari. Israélien, ce qui ne signifie pas là déjà pour la petite aparté qu'il supporte Netanyahou. Je pense que très peu d'Israéliens, Israéliennes supportent cet être omnipotent qui veut éradiquer le peuple palestinien. D'ailleurs, un très bon ouvrage que je n'ai pas encore lu mais qui fait les manchettes actuellement, c'est Israël contre les Juifs, si je ne me trompe pas ici. Mais bref, Yuval Noah Harari, ce qu'il défend comme idée, entre autres, sans se montrer sectaire ou quoi que ce soit, en gardant un esprit ouvert, c'est que l'être humain, face à la montée inexorable, et non pas forcément inexorable, de l'intelligence artificielle, mais qu'on nous vend comme inévitable, comme un projet dont on ne pourrait pas réellement faire barrière, s'opposer. Cette intelligence artificielle qui conduit à une automatisation toujours plus croissante des biens et services, cela fait en sorte que l'être humain, qui à une époque avait une valeur certaine, perd aujourd'hui de cette valeur, aux yeux surtout de l'élite.
nous serions trop nombreuses, nombreux, et si l'on en venait à appliquer un revenu de base, disons, pour l'ensemble de l'humanité, en employant divers moyens qui seraient peut-être justes ou que sais-je, cela ferait des milliards et des milliards. Dépendant d'à quel point il est possible de se nourrir, se loger et subvenir à ses besoins dits essentiels reconnus par le PIDESC, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Le PIDESC qui reconnaît de nombreux droits à toute personne habitant sur cette planète, comme l'ONU, comme bien des instances qui se voient caractérisées, affublées du terme de mondialiste, sans par exemple prendre le temps de différencier le groupe Bilderberg, la commission trilatérale de l'ONU ou de ces instances plus humanistes. J'en viens donc aux caractérisations de ce revenu de base que l'élite actuelle peut vouloir instaurer. Instaurer pour contrer d'une certaine façon cette inutilité de l'être humain qui se voit non plus être utile justement, mais relégué à un rang de consommateur que l'on ne prend même pas le temps de féminiser. Consommateur qui, in fine, génère de l'argent pour les compagnies. Que ce soit par ses déplacements quand il va à l'épicerie, au supermarché, ou même aujourd'hui, de nos jours, sans même sortir de chez nous, l'on peut tout faire, commander sur Internet, et même sans commander sur Internet, sans apposer notre numéro de carte de crédit ou quoi que ce soit, l'on génère déjà de l'argent pour ces compagnies à travers les fameux cookies, à travers bien des procédés qui sont aujourd'hui existants sur l'espace numérique. L'intelligence artificielle est capable de se nourrir de nos comportements, d'en tirer des analyses et par la suite de nous guider vers un achat ou de nous guider vers quoi qui puisse être considéré souhaitable de la part des instances ayant instauré une intelligence artificielle ou une autre. Il y a bien sûr des façons d'utiliser cet outil à bon escient. Je ne dis pas qu'il est nécessairement intrinsèquement mauvais, mais il y a sans aucun doute plus de tort que de mal. Et là est un lapsus sûrement révélateur. Il y a sûrement plus de mal qui est fait que de bien par ces outils numériques qui en viennent à nous déconnecter collectivement, pendant que elle, l'élite, continue de raffermir son emprise, son pouvoir sur le peuple, sur le biome. Ce que Yuval Noah Harari appelle le dataïsme, qui n'a rien à voir avec le dadaïsme, mais là qui est bien un mot qui nous provient de l'anglais data, data qui sont les données que je ne prononce pas nécessairement bien, mais dans un but intelligible pour être compris. Ce dataïsme, comme on l'appelle en français, est une façon de faire de la sélection parmi le genre humain, en octroyant par exemple à celui ou celle qui à 8 heures du matin se lèverait, irait pianoter sur son ordinateur afin de générer des données. Cette personne-là qui se lève de bonne heure, de bonne humeur, et qui va utiliser son outil informatique dans le but de recevoir un revenu qui est créé à partir de son comportement numérique, UPI, qui est attribué à chaque individu sur le net, eh bien, cette personne-là qui a le droit d'avoir certaines émotions, mais certaines émotions que l'on détermine au préalable comme étant positives ou négatives, une personne qui passerait, admettons, 5 heures sur son ordinateur ou autre outil numérique recevrait un certain revenu. Une autre personne qui en passerait 10, mais qui en passerait 10 à faire de la recherche, à essayer de contrer cette emprise, ne générerait pas le même revenu.
Il faudrait donc être, comme nous le dit l'élite, de gentils petits moutons, obéir et non trop se détacher de cette société qui cherche à inclure un maximum d'individus afin que ces individus en viennent à influencer par leur comportement d'autres individus. L'être humain est un animal qui, comme beaucoup, fonctionne par mimétisme. Mimétisme qui fonctionne par exemple selon ce que la masse décide de faire. Si 90% de la population possède un véhicule tout-terrain très énergivore ou peu importe, eh bien cela va peut-être pousser d'autres individus qui, eux ou elles, n'en auraient pas, à vouloir en obtenir. L'on se fie à des exemples qui nous sont montrés aujourd'hui de réussite par leur accession au pouvoir grâce à l'outil argent. L'outil argent qui devrait être, à mon avis, relégué à un rang second. Second car cet objet est devenu tout simplement je n'en ai même pas les mots. Cet outil est devenu omnipotent. Bien qu'un objet ne puisse nécessairement l'être, j'en doute. C'est donc par ce moyen, l'argent, que l'être humain cherche à se libérer, à atteindre une réussite. Je verrai un peu plus tard qu'un revenu de base n'est pas nécessairement monétaire. Il peut être naturel de bien des procédés que l'on peut imaginer en tant qu'espèce, car oui, ce qui nous différencie principalement des autres espèces, considérant les mots de Yuval Noah Harari, qui ne sont pas nécessairement à prendre pour du cash, c'est que l'être humain se différencie principalement des autres espèces par sa capacité à s'organiser de manière beaucoup plus flexible dans ses rapports sociétaux. Au-delà de 200 individus, comme on le dit en sociologie, anthropologie, environ cet ordre de grandeur-là, l'être humain a besoin de mythes rassembleurs. Mythes rassembleurs qui commencent par la langue, mais bien sûr après l'argent, les institutions, les frontières, etc. D'une certaine façon, l'élite, pour, comme je le disais, faire un tri quasiment eugénique qui a rapport avec la génétique, mais la génétique ne sert pas nécessairement à déterminer qui est vraiment, à partir d'un ordinateur, le ou la plus évoluée. Pourtant, les comportements qui seraient considérés dissidents, les comportements anticonventionnels, qui démontrent, comme le soutient Nikola Tesla, quand il dit que une personne asociale dans un monde où tout le monde est sociable, eh bien c'est un signe d'intelligence. Disons que la sélection naturelle qui veut que les plus développés ou quoi que ce soit survivent n'est en fait qu'une illusion. D'autant plus dans ce fameux dataïsme. Alors, selon certains penseurs, nous en serions d'ores et déjà une forme d'algocratie. Algocratie, en fait, qui est le pouvoir de l'algorithme. L'algorithme qui détermine ce qu'on va faire de notre journée. Si, admettons, on se lève le matin, que notre algorithme nous envoie plein de mauvaises notifications, ça va nous influencer. On n'aura pas eu notre dose régulière de dopamine qui sont sécrétées par ces maudites notifications en permanence. Et si l'on n'a pas ces bonnes notifications, bonnes entre guillemets, l'on peut être affecté négativement par cette algocratie. De plus, et ce qui est tout simple ici, c'est que si, admettons, moi, je reçois de mauvaises notifications et que je partage mon lieu de vie avec d'autres individus, que je suis en colère, frustré ou autre de ces mauvaises notifications,
cela va se ressentir déjà chez moi, qui vais être affecté par cela. Et, de surcroît, cela pourrait en être mes camarades qui en sont également affectés par ces mauvaises énergies que je déploie. Un revenu de base à la sauce élitiste, cela n'est donc, à mon avis, pas souhaitable, puisque c'est encore les grandes institutions qui déterminent ce que l'une ou l'un doit avoir, en faisant fi de ses compétences naturelles, intrinsèques, les compétences que l'une ou l'un peut développer, en ne favorisant qu'un type de comportement. Le type de comportement serviable, docile, gentil, mouton. Pourtant, un revenu de base en soi, je pense que cela est vraiment souhaitable. Je le disais plus tôt, j'ai déjà milité et je milite encore pour que cela advienne. À mon échelle, évidemment, je ne peux pas du jour au lendemain décider d'implémenter un revenu de base pour 8 milliards de personnes. Ce serait ridicule. Je ne suis pas influencé, je pense, par l'ego qui veut que on mette de l'avant sa petite personne par rapport à d'autres. On est tout le temps dépendante d'autrui. Et c'est justement là que je m'en vais avec ce discours sur le revenu de base, les technologies, l'argent. Admettons qu'Einstein n'ait jamais vu le jour. Où en serions-nous aujourd'hui? Est-ce Airbus, Boeing ou d'autres compagnies aériennes qui ont inventé l'avion? Est-ce que c'est Toyota, Tata Motors qui ont inventé la voiture? Je ne pense pas. On utilise au quotidien d'une foule d'objets qui, depuis les années 1950, sont devenus exponentiels, depuis les 30 Glorieuses et puis la frénésie consumériste. L'on en est aujourd'hui à utiliser des objets au quotidien, l'électricité, tout ça, qui, à une époque, n'était pas de ce monde. Ça paraît logique. Il paraît beaucoup moins logique, cependant, que un avion, quand on le prend, on ne devrait pas payer. Je pense pourtant que la logique veuille que l'on ne paie pas quand on prend l'avion. Pourquoi? Alors, hormis le coût environnemental, écologique indéniable, comme je le soutiens, ce n'est pas Airbus, Boeing ou Ryanair ou quoi qui ont inventé l'avion. Ils ont inventé une recette peut-être qui sert à générer des revenus, à les engraisser financièrement et bien personnellement dans leur ego collectif ou individuel, ego collectif de l'entreprise que je veux dire, alors que tout ceci, toutes ces inventions devraient bénéficier dans un sens à tout le monde. Cela fait partie du patrimoine humain. C'est un de mes principaux arguments en faveur d'un revenu de base, c'est le fait que tout ce que l'on utilise au quotidien, ou presque, provient soit de la nature ou provient soit des autres membres de notre communauté humaine. Et je le disais plus tôt, nous fonctionnons bien avant tout par mimétisme. Nous ne sommes pas au final si développés, si intelligents que cela. Ce patrimoine humain qui aujourd'hui est entre les mains d'une faible élite, faible de par sa représentativité, mais en plus faible parce que son pouvoir, son contrôle ne repose sur rien. C'est un château de sable, un château de cartes ou quoi que tu puisses imaginer. Tandis que le reste de la population, qui elle s'est vue imposer des mesures depuis des décennies, des siècles, des millénaires, n'a plus vraiment son mot à dire. Elle devrait peut-être le retrouver par des mouvements de cohésion, de coordination, de masse. Je pense ici aux Gilets jaunes. J'en parlais hier 10 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2024. J'en parlais hier par rapport à la France qui pourrait devenir une nouvelle source d'espoir, d'une certaine façon, si elle en venait à créer une 6e constitution et puis de nouvelles révolutions populaires, ou une première révolution réellement populaire, car celle de 1789 ne l'était pas vraiment.
Bref. Un revenu de base n'est donc pas nécessairement monétaire. L'on peut avoir aucun argent et être en mesure de vivre. C'est ce que l'on pourrait souhaiter, alors que l'être humain, comme on peut l'observer en quelques instants, en quelques années peut-être, ou en quelques mois, ou que sais-je, l'être humain est le seul animal de cette planète à débourser de l'argent pour pouvoir vivre. Si tu n'as pas d'argent, eh bien vis sous un pont, tu vivras 3 ans de ta vie d'adulte à endurer des hivers, à endurer l'humidité, que sais-je, les préjugés, tout ça qui font en sorte que la vie peut être très facilement dégradée. Étant un individu avec des idéaux assez grands, je continuerai de lutter pour un revenu de base inconditionnel et suffisant pour un maximum d'individus. En commençant par ce projet pilote que je mentionnais un petit peu plus tôt, dont je n'ai pas trop parlé, l'arbre. L'arbre qui est l'Alliance Revenu de Base Région Est. Un revenu de base pourrait ainsi être à partir d'éléments naturels ou à partir d'objets qui font partie de ce patrimoine humain, comme par exemple les avions, comme par exemple les trains, où il n'y a pas que les transports évidemment, mais tout objet qu'en soi l'on est capable d'imaginer, cela fait partie du patrimoine humain. Patrimoine humain qui est un patrimoine naturel car l'humain n'est en aucun cas détaché de la nature, contrairement à ce que l'orthodoxie scientifique a voulu nous faire croire depuis Francis Bacon, René Descartes ou autres. Je doute donc que 2024 soit l'année du revenu de base en soi, bien que l'on en entend parler de plus en plus. Par exemple, l'année prochaine, au sein d'un organisme où je milite, un projet va être déposé, alors que de plus en plus, l'ordre établi, mais aussi la société civile, commence à penser que ce projet pourrait être viable. Ce sont en effet les directeurs de la santé publique de la province du Québec qui ont décidé d'ajouter dans leurs recommandations un revenu de base. Un revenu de base, pourquoi ? Parce que le revenu est un déterminant de la santé. Je le disais un petit peu plus tôt, peut-être de manière quasiment caricaturale, avec un ou une SDF qui, dans la rue, par le froid, par l'humidité, par les préjugés, verrait sa vie sacrément écourtée. Ce n'est pas forcément une caricature, on le sait. L'argent détermine la qualité de vie, en partie. Mais au-delà d'un certain revenu, comme le montrent les études, il n'y a pas de corrélation en fait avec le bonheur. Un revenu de base naturel, comme il serait peut-être proposé par Baptiste Mélando, cela est à mon avis quelque chose auquel il faudrait peut-être aspirer. Aspirer pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin urgent de justice sur cette planète, non pas seulement entre les humains eux-mêmes et elles-mêmes, mais entre les différentes espèces qui cohabitent sur cette planète. S'il n'y avait pas de phytoplancton au fond des océans, je pense que la vie s'écourterait de manière assez radicale. Ceci étant dit, c'est sur ces paroles que je vais conclure encore une fois un nouveau pot cassé. Cette fois-ci, le 5e, et j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je te répète que tu peux me le laisser savoir. Ce n'est en aucun cas dérogatoire, tu fais ce que tu veux. Le libre arbitre qui est cette belle illusion que l'on entretient a tout de même ses vertus. Si je te dis quoi faire, tu vas te sentir réticent ou réticente et puis je ne te verrai plus jamais. Je sais pas. Mais ceci étant dit, je te laisse à nouveau
à la fin de ce pot cassé. Je te dis à la prochaine et te souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao.